Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour terminer le sujet de centrale qui porte sur la physique du golf. Je vous rappelle que c'est un très bon sujet si vous voulez vous entraîner à tout ce qui est mécanique, théorème énergétique, solide en rotation, et notamment si vous êtes en sup, c'est un sujet que vous pouvez faire pratiquement en entier ici, donc c'est super. Donc je vous rappelle que dans les premières parties, donc la partie 1.A, B et C, on avait déterminé les paramètres géométriques du club de golf et on l'avait modélisé par un pendule double, c'est-à-dire que les bras faisaient une partie du pendule et le club l'autre partie. Donc ici, on va s'intéresser à la dynamique, c'est-à-dire qu'on va regarder comment ça bouge et notamment comment est-ce que le golfeur va pouvoir frapper la balle à l'issue de ce mouvement de swing. Donc on vous dit ici quelque chose d'important, qu'on néglige la pesanteur et les frottements de l'air, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser uniquement aux actions mécaniques, aux différents couples dont on va vous parler. Et donc, on vous dit tout d'abord que au niveau de l'articulation, on a une force inconnue et un couple qui va être gamma B. On vous demande tout d'abord quel est le signe de gamma B. Alors pour ça, il faut se rappeler un peu ce qu'on a. Donc on a un système géométrique qui est comme ça, où vous avez ici les bras, ici le club, et gamma B, on vous dit que c'est la force qui s'exerce à ce niveau-là, enfin le couple, pardon, qui s'exerce à ce niveau-là. Donc vous voyez que le golfeur, il a tendance à abaisser les bras, donc le mouvement il va se faire dans ce sens-là, donc vous allez avoir θ qui va dans le sens... vous avez θ point qui va être négatif ici, et donc vous allez avoir gamma B qui est négatif. Je vous rappelle que le couple, il va toujours dans le sens d'augmentation de θ, c'est-à-dire que votre couple il est positif si θ augmente, il est négatif si θ diminue. Ici, donc on vous demande d'appliquer le théorème du moment cinétique, donc il suffit juste d'appliquer la formule ici, d sigma sur dt est égal à gamma b, et on a déjà l'expression de sigma, en fait on l'a déterminée dans la partie sur la cinématique, qui est la partie 1.c. Si vous vous souvenez plus comment on fait, je vous invite à revoir cette vidéo. Et donc, on avait cette expression-là avec des facteurs C, D et E qu'on a déterminés ensemble. Donc, il suffit de dériver ce truc-là. Donc, faites juste attention dans les dérivés parce que là, on a noté sur la forme cos bêta, mais en fait, cos bêta, c'est cos de phi moins θ, et donc il faut aussi dériver ce truc qui va bouger en fonction du temps. Donc, ça vous donne la formule suivante ici. Donc, d sigma sur dt est égal à C θ seconde plus D phi seconde plus E θ seconde plus phi seconde cos bêta plus E, θ point carré, phi point carré moins θ point carré, sin bêta. Donc là, il faut juste faire attention dans les dérivations. Et donc, ce qu'on vous demande à partir de là, c'est d'isoler le gamma de B. Donc, vous voyez que vous pouvez l'isoler comme ça. Je dérive ce truc-là et je dis que c'est égal à gamma B. Il n'y a pas de difficulté ici dans cette question, à part, comme je vous ai dit, le calcul de la dérivée. Ensuite, on vous demande de déterminer plus complètement les efforts fournis par le golfeur. Donc là, on a déterminé ce qui se passait comme effort entre le corps du golfeur et ses bras. Et donc maintenant, on va s'intéresser à la liaison entre les bras du golfeur et le club de golf. Et donc on vous dit qu'il y a ici deux choses. Vous avez d'une part une force et vous avez en plus un couple. Donc il va falloir déterminer les deux de la même manière. Tout d'abord, on vous demande d'écrire les expressions de fx et fy en fonction de la dérivée de PC. Donc on vous dit qu'on attend juste une écriture sous la forme de dérivée. Là, c'est assez simple, il suffit d'utiliser la deuxième loi de Newton. Vous savez, quand vous avez une force pour la déterminer, c'est la loi de Newton. Un couple, ça va être le théorème du moment cinétique. Et donc, j'ai dpc sur dt qui est égal à f de b sur c. Et il me suffit de projeter ce qui se passe selon x de ce qui se passe selon y. Enfin, c'est la même chose qu'on veut faire pour gamma C. On vous demande de l'exprimer en fonction de tous les autres paramètres. Et donc, pour ça, il faut faire un théorème du moment cinétique. Autour de quel axe? C'est autour de l'axe qui passe par le centre d'inertie ici. Et donc, vous allez avoir plusieurs actions. Vous allez avoir notamment la force qu'on vient de calculer qui va s'appliquer en A. Et vous avez en plus le couple gamma C qui permet au club de tourner. Si j'applique ça, je vais avoir d sigma C sur dt qui est égal à uz scalaire gca vectoriel f de b sur c plus gamma c. Ici, en fait, j'ai fait le théorème du moment cinétique, je l'ai projeté sur l'axe z. Vous savez que c'est quelque chose qu'on fait souvent, c'est plus simple de se ramener à un seul axe, puisque tous les mouvements de couple, les moments de force, sont à cet endroit-là. Donc, je projette sur uz. J'ai de la même manière que tout à l'heure l'expression du couple. On vous l'a donné dans les précédentes parties, c'est jc' phi point. Et ce qui nous manque ici, c'est de calculer le moment de la force F de B sur C. Et donc pour ça, il faut d'abord que je calcule GCA.
Donc là, j'ai simplement projeté vis-à-vis de la géométrie du problème. Et enfin, il faut que je calcule le produit vectoriel ici. Pour calculer le produit vectoriel, vous pouvez faire la règle du gamma, tout simplement. Je pense que c'est le plus simple ici. Et évidemment, il ne faut pas oublier de projeter selon UZ, puisque là, on a tout projeté selon l'axe Z. Donc si j'applique ces différentes étapes, ça me donne que gamma C, c'est JC' phi seconde moins HC sin phi fx plus HC cos phi fy. Donc là, voilà, j'ai déterminé gamma C, gamma B et F. Et donc, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est le mouvement à proprement parler. Et donc pour ça, on va avoir plusieurs phases. On va décomposer en fait le mouvement en 2 phases de descente, ce qui va nous permettre de simplifier un peu le problème. Donc on vous dit que dans la première phase, le golfeur bloque ses poignets, ce qui veut dire que l'angle bêta de t reste constant égal à bêta de 0. On vous rappelle les valeurs à t égale 0 ici, et on vous dit que les bras et le club sont immobiles. On vous demande quelle est durant cette phase la relation entre θ point et phi point. Donc il faut utiliser les informations qu'on vous donne ici. On vous dit que ce qui caractérise la phase, c'est que bêta de t reste constant, c'est-à-dire que la dérivée de bêta est nulle, et donc vous allez avoir dérivée de phi point, phi point est égal à θ point. Ça vient de la définition de bêta. On avait défini bêta comme étant phi moins θ. Et donc, comme bêta est constant, il suffit de prendre les valeurs de phi et θ à t égale 0, et ça nous donne bêta égale pi sur 2. On vous demande ensuite de résoudre l'équation en exprimant θ de t en fonction de c, d et gamma b. Donc c'est l'équation qu'on a vue tout à l'heure du 1.d.1, où on a déterminé gamma b, et vous voyez qu'elle va grandement se simplifier, parce que on a bêta égale pi sur 2, donc cos de bêta ici est nul, et de plus, on a θ point égale phi point. Donc ce terme-là va disparaître aussi. Et en plus, on a θ seconde qui est aussi égal à phi seconde, et donc on peut mettre tout ça en facteur, ça nous donne c plus d phi seconde est égal à gamma b, et donc ça nous donne que θ de t est égal à gamma b sur c plus d t, plus une constante qui ici va être la vitesse initiale. La vitesse initiale, elle est nulle, dans le cas qu'on étudie ici. Et donc on peut intégrer une seconde fois pour avoir l'expression de θ. Et ça nous donne θ de t est égal à gamma b t carré sur 2c plus d, plus θ en 0. Et θ en 0, si on regarde, c'est égal à pi. Et donc finalement, ici, on a déterminé l'expression de θ de t. C'est une fonction relativement simple. Vous allez avoir une fonction de degré 2 sans terme de degré 1. Vous imaginez bien qu'on peut faire exactement la même chose pour gamma c. Ici, on vous dit qu'on ne vous demande pas le calcul. Alors, juste par rapport aux stratégies de concours, c'est super les questions comme ça, vous en avez beaucoup au concours central. C'est-à-dire qu'on vous donne une formule, on admet une formule. Donc si jamais vous êtes perdu à un moment dans le sujet, hop, il faut bien visualiser ce genre de questions, parce que c'est-à-dire que vous pouvez certainement reprendre à partir de là. Donc là, par exemple, cette question, je peux tout à fait la traiter sans avoir fait les questions d'avant. Donc ici, on admet ce truc-là. Et donc il suffit de regarder, vous voyez, on vous dit qu'il déterminer un instant où le couple s'annule, donc il suffit de déterminer un instant où T0, gamma C de T0 égale à 0. Donc je peux isoler T0, et je trouve que T0 c'est racine de c'est D, facteur de C plus D sur E gamma B. Donc là il y a un moins, alors ça doit quand même un peu vous inquiéter, à chaque fois que vous avez des moins sous la racine, il faut vraiment se demander est-ce que c'est logique ou pas. Vous avez D, C et E qui sont des constantes positives, on l'a vu dans la partie 1.c, et en fait le moins ici il va être justifié parce qu'on a vu, vous vous souvenez dans la toute première question de cette vidéo, que gamma b était négatif. Donc là on est rassuré, on a bien un truc positif sous la racine, on peut continuer sans trop se poser de questions sur ça. Donc je peux ensuite, une fois que j'ai déterminé T0, je peux le réinjecter dans l'expression de θ, puisque c'est ça qui m'intéressait, et je trouve que θ à T0, c'est pi moins d sur 2e. On vous demande également de faire l'application numérique, donc pour ça il faut revenir aux valeurs de D et E qu'on a déterminées dans la partie précédente. Encore une fois, je vous renvoie à la dernière vidéo. Et donc, on trouve, en appliquant les grandeurs qu'on connaît, que θ en T0, c'est 2,1 radians. Donc là, il n'y a pas grand chose à dire. Vous savez qu'en général, quand vous avez des valeurs numériques comme ça, il vaut mieux les commenter un peu. Là, la seule chose qu'on peut dire, c'est que c'est rassurant, on est bien dans la première phase, parce qu'on est bien entre pi et 0. Si jamais on trouvait un angle qui n'était pas du tout dans cette gamme-là, ce serait problématique vis-à-vis du mouvement du golfeur qu'on a décidé de reproduire ici. Donc une fois qu'on a vu cette première phase de descente, vous voyez, ce qui la caractérise, c'est qu'on va arriver au point où le couple s'annule. On va s'intéresser à une deuxième phase, qui est caractérisée par le même genre de choses. On vous dit que pour t égale t0, jusqu'au moment de l'impact, un bon joueur n'existe quasiment plus aucun couple sur le club, il libère ses poignets, et donc on peut considérer que gamma c est nul.
Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'avec l'expression précédente, j'ai trouvé l'instant à partir duquel gamma c est nul, et il va le rester pendant toute la deuxième phase de descente. Donc ici, la première question qu'on vous pose, c'est de savoir pourquoi est-ce que le travail des forces intérieures au système, des bras et du club, est nul. Donc il faut revenir à la notion de travail élémentaire, on n'a pas encore fait ce rappel ici. Donc les bras et le club, ils tournent autour de l'axe, un mouvement de rotation, et il faut déterminer qu'est-ce que c'est le travail quand on a un mouvement de rotation. Donc là, je vous rappelle les formules du cours. Vous savez que le travail, c'est F scalaire DOM, et que souvent on écrit DOM comme étant VDT, ce qui est un peu plus visuel. Et en fait, F scalaire V, c'est également la puissance de la force. Donc ça, c'est quand on a un mouvement de translation, quand on s'intéresse aux forces. Et c'est exactement la même chose lorsque vous êtes en rotation, c'est quelque chose qui peut vous aider à retrouver les formules si jamais vous les avez perdues. En rotation, c'est la même chose, l'analogie de la force, en gros, c'est le couple, et l'analogie de la vitesse quand on est en rotation, c'est la vitesse angulaire. Donc vous voyez que vous avez la puissance d'un couple, qui est donnée par gamma scalaire oméga, et donc en rotation, le travail va être gamma scalaire oméga dt. Donc c'est cette formule-là qu'on va utiliser ici. On nous dit que le travail des forces intérieures ici, j'ai uniquement ce couple-là, ça va être l'intégrale de 0 à tau de gamma b scalaire oméga dt. Et oméga, ici, c'est le bêta point selon uz. Donc là, vous avez deux phases. Lors de la première phase, on a dit que bêta point est nul, ce qui veut dire que ce oméga de rotation est nul, et donc ça nous donne que cette intégrale-là est nulle. Donc, j'ai pas de travail de force intérieure. Ça veut dire quoi de n'avoir pas de travail de force intérieure? En fait, ça veut dire qu'on se ramène au cas d'un solide indéformable. C'est la définition, en fait, qu'on ne considère pas les forces intérieures. Ensuite, de t égale t0 à t égale tau, cette fois-ci, c'est autre chose qui va s'annuler, c'est le couple, ici, gamma c. Et donc, cette fois-ci, vous allez avoir la même chose, comme on avait uniquement du gamma c et du bêta point, on va avoir cette intégrale-là de t0 à tau qui est nulle. Donc, finalement, le travail intérieur, dans les deux cas, il est nul, donc il va être nul pendant tout le mouvement ici. Donc on vous demande également que vaut le travail du couple gamma B. Alors je vous rappelle, pour replacer le contexte, en fait, gamma C, on a dit que c'était le travail des poignets sur le club, et gamma B du corps du golfeur sur ses bras. Et donc, gamma B, il est non nul, et donc on veut le déterminer ici. On utilise exactement la même formule, sauf que cette fois-ci, la vitesse angulaire, ça va être du θ point. Et donc, on trouve que le travail élémentaire, c'est gamma B dθ. Donc, on regarde ce qui se passe à t égale 0. À t égale 0, on a θ qui est égal à phi, et à t égale tau, le golfeur a complètement abaissé ses bras, donc on a θ de tau qui est égal à 0. On a dit aussi que gamma B était indépendant du temps. Ça, c'est important. Grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Une grandeur indépendante du temps, c'est une grandeur qui va être constante. Et donc, voilà, il suffit que j'intègre en fait le travail total. C'est l'intégrale de pi à 0 de gamma B dt. Et du coup, je peux renverser les signes de l'intégrale ici. Ça me donne le travail total qui est moins pi gamma B. Donc là, ce qui va nous intéresser ici, c'est une expression approchée de phi point de tau. Alors pourquoi c'est intéressant pour nous, phi point de tau? Parce qu'en fait, ça va être la vitesse angulaire à l'extrémité du club, la vitesse angulaire au niveau du club, à l'instant final. Donc en fait, ça va avoir un rapport très proche, ça va être lié à comment est-ce qu'on frappe la balle, et notamment avec quelle vitesse va partir la balle de golf. Ça, c'est la question, c'est la dernière question de cette partie de sujet ici. Donc on vous donne quelque chose d'important, une hypothèse importante, c'est qu'en valeur absolue, θ de point de tau, il est très petit devant phi point de tau, et on vous dit également que les constantes C, D et E, elles sont du même ordre de grandeur. Donc ici, vous voyez, on cherche l'expression en un point précis, ici, et donc ça c'est important parce que, comme en mécanique du point, quand on vous demande l'expression en un point précis, il y a une seule méthode qui est super, c'est d'utiliser un théorème énergétique. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas savoir comment se passe toute la dynamique, exactement comment bouge le club de golf, à quel instant, etc. Ce qu'on veut savoir, c'est uniquement la vitesse au pointeau, et donc c'est ce qu'on va faire ici, on va appliquer un théorème énergétique, notamment le théorème de l'énergie cinétique. Le théorème de l'énergie cinétique, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la delta d'énergie cinétique, c'est la somme des travaux des forces. Alors on pourrait aussi utiliser le théorème de l'énergie mécanique qui ressemble, où cette fois-ci on remplace tous les travaux des forces par uniquement les forces non conservatives. Donc on regarde un peu ce qui se passe pour nous.
Le travail des forces intérieures, on a dit qu'il était nul, on l'a trouvé dans la question, donc il y a 2 questions. Le travail des forces extérieures, on a dit que c'était moins pi gamma b. C'est un travail qui est positif parce que vous vous souvenez, on a dit que gamma b était négatif. À t égale 0, j'ai l'énergie cinétique en 0 qui est nulle. Et du coup, si j'applique le théorème de l'énergie cinétique, je vais déterminer que vaut l'énergie cinétique à t égale tau. Ça, c'est très bien. On a utilisé le théorème de l'énergie cinétique pour déterminer ce truc-là. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est faire le lien entre l'énergie cinétique à t égale tau et la vitesse phi point à tau. C'est ça qui m'intéressait. Et donc là, je reprends encore une fois l'expression de l'énergie cinétique totale qu'on a déterminée dans la partie 1.c. Vous vous souvenez avec les constantes C, D et E qu'on avait déterminées aussi. Et je fais les approximations que me suggère l'énoncé. Donc nous, on nous a dit que θ point était très petit devant phi point, que C, D et E, ils étaient du même ordre de grandeur. Donc ça me permet de faire une hiérarchie en fait entre les différents termes qu'on a ici, vous voyez. Donc je sais que ce terme-là, là, en phi point carré, il va être très grand devant ce terme-là qui est en θ point phi point, qui lui-même va être très grand devant celui-là qui est en θ point carré. Donc finalement, dans tout ça, moi je vais garder uniquement le terme le plus grand, qui est le terme dominant, et ça va me donner l'expression de l'énergie cinétique en tau, qui est 1/2 de d phi point de tau au carré. J'ai 2 manières différentes d'exprimer l'énergie cinétique, vous voyez, ici et ici. Ici. Donc, je peux déterminer ce que c'est phi point de tau. J'isole et je trouve que phi point de tau, c'est racine de moins de pi gamma b sur d. Et on avait déterminé que d, c'était JC, et donc ça me donne l'expression de phi point de tau. Ici, j'ai mis une valeur absolue, parce qu'on a parlé plusieurs fois de ces trucs de couple négatif, vous avez le moins. Donc c'est vrai que pour présenter la réponse et pour vous-même être OK avec le fait d'avoir un moins sur la racine, il vaut mieux mettre ça sous la forme de valeur absolue, comme ça on est sûr que c'est positif. Et enfin, la dernière question qui nous intéresse, c'est de déterminer la vitesse du point au moment de l'impact et de la calculer numériquement. Donc pour ça, il faut faire le lien entre une vitesse angulaire, donc ce phi point, et la vitesse en mètres par seconde. Donc je sais que la vitesse angulaire au point B, c'est phi point uz. Et donc pour faire le lien avec la vitesse en mètres par seconde, il faut que j'utilise la formule de Varignon, qui est valable dans un solide indéformable. Et ça c'est ok pour moi parce qu'on a vu que le travail des forces intérieures était nul tout au long du mouvement. Donc c'est super, je peux considérer en fait mon pendule double comme un solide indéformable et appliquer cette formule-ci. Donc là, il faut juste trouver quels sont les différents termes. Donc VA, ici, ça va être la vitesse au point A, donc à l'extrémité du club de golf, l'endroit où le golfeur tient le club, et ça va être LB θ point. Oméga C vectoriel AB, si je prends la norme, nous on s'en fiche si on veut un ordre de grandeur, donc on va pas raisonner spécialement on va pas s'occuper trop de la géométrie, donc on prend juste les normes. Donc je vais avoir le oméga, qui est du phi point, et la longueur AB, qui est la longueur du club LC. Donc avec tout ça, j'ai tout ce qu'il faut pour déterminer grosso modo V de B, et donc je vois que ça va être VA tau, donc en T égale tau évidemment, plus LC phi point en tau, donc ça va me donner LB θ point en tau, plus LC phi point en tau. Et là je peux encore utiliser le fait que θ point est très petit devant phi point, donc ce qu'on vous a donné dans la question C, et donc ça me donne un ordre de grandeur pour V de B en tau, qui va être LC phi point en tau. Et donc, tout ça, je trouve que ça me fait LC, racine de 2π, valeur absolue de gamma B sur JC. Donc si on fait l'application numérique ici, on trouve 47 mètres par seconde, et vous savez que quand on vous demande des applications numériques, surtout ici, comme c'est vraiment la dernière application numérique de la partie, il faut absolument que vous fassiez un commentaire pour montrer ce que vous pensez de cette application numérique-là. Donc là, vous avez un sport de balle, une comparaison qui est pertinente, c'est de faire une comparaison avec d'autres sports de balle, notamment au tennis. Vous savez qu'au tennis, si vous regardez à Roland-Garros, les services, on va être dans l'ordre de grandeur de 200 km/h. Ça nous parle plus les km/h que les mètres par seconde dans la vie quotidienne. Et si je convertis VB en tau, je trouve que c'est 170 km/h. Donc on est sur le même ordre de grandeur qu'un service au tennis. C'est peut-être un tout petit peu moins rapide, mais l'ordre de grandeur reste le même. Et donc vous pouvez dire ici qu'on est satisfait de cette valeur numérique, de cette application numérique-là, parce qu'on trouve un ordre de grandeur qui est cohérent. J'espère que ça vous aurait été utile de faire ce sujet. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire ou à me dire quel type de vidéo vous aimeriez voir sur cette chaîne. À bientôt!